Avant le séisme du 12 janvier 2010, l'État haïtien faisait face à certaines difficultés qui étaient liées à certaines faiblesses constatées au niveau de certaines administrations de l'État. Certaines institutions avaient un manque de capacité technique, des ressources humaines insuffisantes et avaient une très grande méconnaissance des outils qui leur permettaient de planifier et de gérer le territoire. Et évidemment, on ne s'est jamais soucié en Haïti, justement à cause de la faiblesse de l'économie haïtienne. L'État n'avait pas les ressources pour planifier son territoire. Il y avait des initiatives qui avaient été prises à un certain moment pour élaborer des schémas d'aménagement, mais ces documents n'ont jamais été mis en application. Par contre, après le CI du 12 janvier 2010, ceci s'est mis à nu justement tout ce dysfonctionnement. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait quand même avoir une très bonne maîtrise de la gestion du territoire. Et après le CIC également, ce qui avait été constaté, c'est que en même temps qu'on mettait en place la phase, je dirais, de réponse humanitaire, il fallait commencer à programmer, à planifier la reconstruction. Mais pour planifier la reconstruction, il va falloir disposer de données pour planifier justement la gestion et l'aménagement du territoire. Et le CIS aussi a mis à nu les faiblesses aussi au niveau des collectivités territoriales qui eux-mêmes ont la responsabilité de la gestion de leur territoire. Et comme vous pouvez le constater également, ces communes n'ont jamais eu de plan d'urbanisme, il n'y a pas eu de schéma d'aménagement régional, disons, validé et approuvé qui leur permettrait justement de canaliser les investissements qui étaient disponibles pour entamer le processus de reconstruction. Donc en fait, c'est tous ces problèmes-là qu'il fallait adresser et qui a abouti à la mise en place d'un programme d'appui à la reconstruction des logements en Haïti. Avec l'arrivée massive de l'aide internationale qui était canalisée vers, je dirais, la réponse humanitaire, les partenaires, les ONG qui étaient en Haïti avaient senti un besoin de coordination qui n'existait pas. Et comme vous le savez, l'État haïtien pratiquement était à genoux après cette catastrophe. Donc dans cette optique, pour un peu coordonner les actions qui étaient en cours sur le terrain, on a pensé à créer l'unité de construction de logements et de bâtiments publics pour coordonner les interventions qui allaient se faire en matière de construction de logements et de bâtiments publics. Et en même temps, donner aussi aux institutions haïtiennes la capacité de pouvoir gérer tout le processus de reconstruction. Donc, le CIS a été l'opportunité pour justement remettre en question la manière dont l'aménagement du territoire devrait être abordé. Le programme d'appui à la reconstruction du logement et des quartiers s'évertue à accompagner le gouvernement de la République et les collectivités territoriales dans l'amélioration de la gouvernance et la gestion du territoire. Il s'agit de les aider à bâtir des capacités propres pour pouvoir concevoir, mettre en œuvre des politiques publiques dans tous les secteurs, notamment dans la reconstruction après le tremblement de terre. Ce programme fournit à l'État, aux autorités nationales et locales, des outils d'aide à la décision. Et ces outils doivent permettre d'augmenter la qualité et l'efficacité des politiques publiques. Les principaux outils qui ont été mis à la disposition de l'État et des collectivités territoriales sont développés par les institutions haïtiennes dans le cadre d'une concertation entre l'État et le système des Nations Unies. Il s'agit de l'IHSI et du CNJS pour tout ce qui se rapporte aux données sur les populations et les ménages. Il s'agit du ministère de la Planification pour les instruments de planification, du ministère de l'Intérieur pour tout ce qui se rapporte aux collectivités territoriales. Dans le cadre de ce projet, l'IHSI avait comme objectif de préparer d'abord une cartographie dans les zones affectées, particulièrement dans le département de l'Ouest, et également de faire un recensement, mais un recensement circonscrit uniquement dans les SDE, c'est-à-dire les sections d'énumération qui ont été très affectées. Les jeunes qui ont été recrutés par l'IHSI, au nombre de près de 120, ont été formés sur l'administration du questionnaire, le recueil des informations et en même temps, n'est-ce pas, ils essaient de comprendre la situation de vie, n'est-ce pas, de ces ménages dans ces zones. Les écoles, les hôpitaux, les centres de santé,
Tout ceci, hein, et l'opération que nous faisons permet de les identifier dans ces zones-là. Et on peut facilement voir à partir de nos informations quelle est la proportion de population qui a accès, n'est-ce pas, à ces services. Toutes ces données sont collectées par l'IHSI et hébergées par le CNJS. Ce programme a été d'une utilité énorme pour le CNJS après le 12 janvier. Et premièrement, ça nous a aidé à reconstituer les matériels qu'on a perdus lors du tremblement de terre. Et ça a permis aussi de reconstituer ou de systématiser le processus de collecte de données à l'intérieur du CNJS, sans parler des bases de données qui vont recevoir ces données. Et ça a permis aussi de recevoir certains experts qui sont venus en renforcement technique au niveau du CNJS. Le système d'information sur le logement et les quartiers est un entrepôt de données, est un entrepôt d'informations sur le territoire. Ce sont des informations qui tournent autour des logements et des quartiers. Premièrement, il y a une délimitation des quartiers dans les zones qui concernent ce programme-là. Tout d'abord, les zones concernées, ce sont les communes qui ont été affectées par le séisme du 12 janvier. À l'intérieur de ces communes, dans les parties urbaines, on a délimité les quartiers. Il y a eu aussi les informations de base qui sont très importantes, à savoir le réseau routier, les corridors, et les ravines, l'hydrographie, et les ponts, l'inventaire que le ministère des Travaux publics avait réalisé pour identifier les maisons rouges, jaunes et vertes. Donc ces informations du ministère des Travaux publics seront aussi intégrées dans cette base de données. Bien entendu, ce qui a été nouveau dans ce programme, comme je disais avant, c'est le fait de travailler avec une série d'institutions qui vont chacune apporter une thématique, et après le CNJS doit intégrer l'ensemble de ces thématiques pour produire un outil utile à une communauté. L'UCLBP, dans le cadre de son mandat justement qui est d'accompagner tout ce processus de reconstruction, de coordonner les interventions, devrait utiliser le SIL, le système d'information de logement et des quartiers mis en place dans le cadre de ce programme, pour justement analyser les données dans le secteur du logement, les traduire en informations et les transmettre aux décideurs de manière à pouvoir orienter les programmes de construction qui vont être mis en place dans le cadre du processus de reconstruction. Dans le cas, par exemple, de l'État haïtien et également des projets d'ordre public, il y a certainement des décisions de politique publique à prendre au niveau de ces populations que nous appelons des populations affectées et qui sont identifiées par le projet. Par exemple, la construction de logements, ça c'est prioritaire. Donc, d'une part, on peut savoir le nombre de personnes qui ont besoin, n'est-ce pas, d'un logement, le nombre de familles qui ont besoin d'un logement, le nombre de familles qui, pour le moment, résident dans des logements, mais qui n'ont pas, par exemple, des services sociaux de base. Je prends le cas, par exemple, de l'électricité, de l'eau, des WC, n'est-ce pas? Et tout ceci, n'est-ce pas, vont contribuer à planifier ce que nous appelons des politiques publiques de manière à desservir mieux la population. Ce travail va servir, si vous voulez, à fournir des informations opportunes aux autorités, aux partenaires, de manière qu'ils puissent mieux, n'est-ce pas, concevoir des programmes et des projets pour la zone. Cette information pourra être accessible via une connexion web. Les données seront accessibles par thématique, et de telle sorte que l'utilisateur puisse choisir sa thématique et aller regarder ce qui se passe en fonction de cette thématique sur le quartier ou la commune est désirée. Pour l'IHSI, ce projet a apporté, si vous voulez, non seulement un complément, n'est-ce pas, de connaissances sur les outils utilisés, mais également ça a permis à l'IHSI, si vous voulez, d'améliorer la performance de ces techniciens
particulièrement dans le domaine de la cartographie. Pour la première fois avec ce projet que nous utilisons des images satellitaires, ce qui donne, si vous voulez, à nos informations, si vous voulez, un aspect beaucoup plus analytique. On comprend mieux maintenant nos informations, on peut même les positionner. Le programme tente aussi d'adresser une problématique qui a été soulevée par le tremblement de terre, c'est le développement déséquilibré du territoire. Donc le programme propose un développement harmonieux et équilibré du territoire. Ceci requiert une déclinaison des outils de planification par échelle et de ce point de vue-là, on se retrouve avec certains ministères, notamment le ministère de la Planification, qui a travaillé sur la planification stratégique. Une planification stratégique permet de dépenser de façon efficace et efficiente. Quand je parle de planification stratégique, signifie ça une planification faite avec les opérateurs locaux. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, donc on prend en compte les désidératas de la population. D'où tout ce qu'on fait, on le fait par rapport à ce que demandé par la population. Ce processus de planification stratégique, en fait, ce qu'il fait, c'est de mettre à côté de procédés techniques, les études, la participation citoyenne. Donc, ça crée un mécanisme de concertation et le ministère voulait faire en quelque sorte valider ces études techniques par les bénéficiaires de ce processus de planification. C'est en cela que c'est novateur et, comme je vous disais, a pu mettre en relation des groupes qui autrement ne se parlaient pas. On a mis en place ce processus de concertation qui s'appelait Villeneuve-Léa et qui a culminé par un forum où nous avons eu la participation de 2000 personnes sur 2 jours et donc c'est un processus qui était assez inclusif. Villeneuve-Léa, c'est un processus qui a mis en place différents groupes de la société civile, les professionnels, les élus locaux, les membres du gouvernement, etc., pour pouvoir entendre les points de vue des populations concernées sur la planification de leur zone. On ne peut pas parler, par exemple, de schéma d'aménagement de Port-au-Prince, ou bien du Nord, ou bien du Cap haïtien, par exemple, sans prendre en compte exactement ce que la population capoise ou la population Port-au-Prince veut. Non, ce n'est pas normal. Donc on fait en sorte que ce soit quelque chose de planifié, quelque chose de participatif, où on s'assoit avec les différentes couches de la population, c'est-à-dire société civile, et politique, et tout ce qui compte comme technicien au sein de la population, on s'assoit avec. Haïti est le pays, sur le plan économique, le moins avancé de la Caraïbe. Or, Haïti quand même, a une histoire riche. Il faut faire en sorte que l'histoire se rapporte exactement à ce qui se passe là maintenant. D'où il faut mettre en place un plan stratégique afin de permettre que l'économie réponde exactement aux désidératas de l'histoire. Tout de suite après le tremblement de terre, le ministère s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas intervenir simplement sur les zones affectées par le tremblement de terre, c'est-à-dire Port-au-Prince, Jacmel, Lac-des-Palmes, mais on intervenait aussi sur des pôles de développement, c'est-à-dire les Cayes, Saint-Marc et Cap-Haïtien. Il faut aussi s'appuyer sur un développement excentré, décentralisé. Donc, et les potentialités ne manquent pas dans ces endroits. Ce sont des pôles qui ont été identifiés dans le PARDH et donc la ville du Cap et sa petite région, celle des Cayes, ce sont des pôles qui sont potentiellement intéressants et sur lesquels il faut s'appuyer si on veut avoir un développement équilibré. L'une des plus grandes innovations de ce programme est de reconnaître la responsabilité des communes de la gouvernance générale du pays. Et en le reconnaissant, le programme propose une dotation en ressources humaines qui permet aux 2 échelles, à l'échelle communautaire et à l'échelle municipale, qu'on offre aux communes des compétences, des ressources qualifiées pour pouvoir conduire les politiques publiques qui seront adoptées. Lorsqu'on regarde la structure réelle d'une municipalité en voie de renforcement, il y a effectivement le maire et
et ses assesseurs, la gestion politique de la mairie, mais il y a aussi la gestion technique, constituée des ATL, des agents techniques locaux, et aussi des CEC. L'agence technique locale, c'est une unité technique mise en place dans différentes municipalités et pour pouvoir aider et appuyer les municipalités, les autorités municipales à mieux gérer leur territoire communal. La mise en place de cette unité sert à mieux connaître l'environnement et les potentialités de la commune, et dans le souci d'identifier les problèmes liés au développement de cette municipalité, et également pour mieux orienter les choix et les dispositions pour mieux agir dans l'intérêt de la population. Les techniciens recrutés au sein des agences techniques sont rémunérés par les communes et font partie du personnel municipal. Ils ont travaillé sur 10 communes, 7 communes de la région métropolitaine et 3 communes en région, notamment Saint-Marc, Jacmel, Miragouane. Ce renforcement rentre dans cette optique de maîtrise d'ouvrage que l'on recherche justement pour pouvoir donner force, vie à ces municipalités-là. À travers ces techniciens, on retrouve des ingénieurs VRD, des géomaticiens, des juristes, des urbanistes, je pense, qui constituent à eux seuls le bras technique du responsable de la municipalité. Il faut que ces agents techniques aillent faire un diagnostic sur le territoire pour justement aider le maire à mieux cadrer sa décision. Ce travail que ce diagnostic territorial a fait a aidé à voir tant sur l'aspect socio-économique, tant sur l'aspect culturel, social, loisir, tout ce qu'il y a, et tout ce qu'il y a comme potentialité, et tout ce qu'il y a comme faiblesse et vulnérabilité, et comment ils devront orienter leur choix d'action. Tout est prioritaire dans ce pays. Mais par contre, vu qu'on ne peut pas répondre en même temps à toutes les priorités, donc on a dû prioriser des priorités. Le travail des cadres municipaux dans les agences techniques locales se développe dans une dynamique communautaire qui fait qu'il est appuyé, qu'il est assisté par des centres de ressources communautaires qui sont au nombre de 12 dans le cadre de ce programme. Le but principal de ces centres de ressources communautaires, c'est de lier la communauté, ou plutôt les communautés, aux autorités locales. Donc, ce sont des agents communautaires qui transitent l'information de la population aux agents techniques locaux, qui eux-mêmes font un tri avec ça, et préparent un rapport technique tenant compte des besoins réels de la population. Parce qu'au fait, tout projet, pour avoir un objectif, pour atteindre son objectif, doit pouvoir répondre aux besoins spécifiques de la population. Autour de ces centres, il existe des plateformes communautaires, des plateformes qui ont été formées sur la base d'élections démocratiques par la mairie, par les mairies participantes dans ce programme. Et sous-jacent à ça, on a des plateformes qui adressent les problèmes cruciaux au niveau des quartiers. Parce qu'au niveau des quartiers, il y a des représentants qui siègent au sein de ces plateformes qui adressent leurs problèmes. Et ces problèmes remontent justement par rapport à cette équipe technique qui existe au sein de la mairie pour les matérialiser et les mettre en format qui peut les aider à trouver l'exécution pour le bien-être de la population des quartiers. C'est une porte d'entrée au sein de la communauté et au sein des quartiers, de manière à pouvoir obtenir leur juste au sein de la population, c'est-à-dire de déceler les problèmes réels, cruciaux que vivent ces populations au sein de leur quartier. Les résultats des diagnostics territoriaux ont été retournés aux communautés, aux autorités pour être sanctionnés. Et ceci a été réalisé en séance publique à chaque fois. Il a été également mis en place au niveau du ministère une cellule de suivi, d'évaluation et de communication. C'est un effort de renforcement des capacités du ministère lui-même pour lui permettre d'observer, de suivre, de documenter toutes les bonnes pratiques qui sont développées au sein des ATL dans les communes et après pour pouvoir les systématiser en termes de politique publique. Pendant toute la mise en œuvre du programme, que ce soit les partenaires ou les usagers, on a été toujours alertés par le risque de non-pérennisation du programme pour des raisons financières.
Et là, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales est très conscient de cela, et depuis même avant. Et c'est pourquoi il a toujours œuvré pour un renforcement du patrimoine municipal, patrimoine humain, avec le capital humain qui est offert par la dotation en ressources humaines, mais aussi par le patrimoine financier qui passe forcément par la fiscalité locale. La fiscalité locale qui est reposée sur les bâtis, à travers la contribution foncière des propriétés bâties et la patente, qui est une activité professionnelle payée. On ne peut pas dépendre totalement du ministère. Parce qu'au départ, la Constitution dit clairement que vous êtes autonome. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de mettre les outils nécessaires, de les mettre en branle pour pouvoir répondre à la capacité de gestion financière et leur permettre effectivement de sensibiliser la population et pour que cette population puisse savoir que ok, les taxes, il faut les payer. Non seulement il faut payer les taxes, mais il faut que la population aussi sente qu'il y a un service qui est donné. Parce qu'on ne peut pas, la population va voir que qu'il n'y a rien qui est fait. Si on doit payer, mais il faut quand même qu'il y ait un service de rendu en retour. Les cadres qui font partie de cette dotation en ressources humaines, ils ont suivi une feuille de route partant d'un diagnostic territorial qui consiste à permettre à l'administration de comprendre son territoire en passant par l'élaboration d'un plan communal de développement pour planifier les politiques publiques locales jusqu'à l'amélioration du patrimoine financier à travers la fiscalité locale. La prochaine étape, c'est le plan communal de développement qui sera considéré comme la feuille de route des autorités municipales pour pouvoir agir dans les différentes sections communales et surtout l'espace communal. Pour le moment présent, ce qu'on fait, on essaie de promouvoir que chaque commune ait un PCD, un plan communal de développement, afin que tout ce qu'on veut dans l'avenir faire de cette commune-là passe par ce PCD. Donc, en ce sens, le PCD va être le plan stratégique de la commune et pour laquelle il est fait. Ce que le programme a amené, il a permis de voir que tout ne peut pas se faire, que tout ne peut pas venir d'une seule personne, d'une seule entité. Qu'il faut une sorte de cohésion des idées pour permettre d'arriver à quelque chose de normal, de harmonieux, d'efficace et d'efficient. Nous sommes obligés de nous réunir et ça a permis d'avoir une sorte de dynamisation, si vous voulez, de la collaboration entre ces institutions. Et les résultats sont bien meilleurs de cette manière. Ce programme est venu appuyer exactement ce que l'État avait déjà en tête. Donc, en ce sens-là, tous les appuis du programme sont faits par rapport à ce qui était déjà décidé. C'est-à-dire que le programme est venu s'imbriquer harmonieusement aux désidérata de l'État. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, ça marche. La plus-value de ce programme, c'est à la fois permettre alimenter le dialogue entre les ministères interinstitutionnels, le dialogue entre les ministères et les collectivités territoriales, État et collectivités territoriales, mais surtout de tracer une ligne vers des politiques publiques qui caractérisent la permanence de l'État. Ce programme veut évoluer de programmes, mais plutôt en des politiques publiques qui sont ancrées et qui peuvent être renouvelées à chaque fois par les institutions haïtiennes. Si on se confère sur les 10 communes clés et partenaires du programme, et qui constitueraient en même temps le projet pilote de ce programme, je pense que ça pourra nous aider à faire une sorte de réplication. Le CILC au niveau du CNGS, c'est pas un projet sur 2-3 ans, c'est aussi un déclic que ça a créé au CNGS, de telle sorte qu'on puisse continuer cette relation entre les différentes institutions et qu'on puisse continuer à
alimenter la base de données, initier déjà l'interinstitutionnalité et pour produire cette base de données peut être déclencheur d'autres programmes beaucoup plus importants par l'avenir sur d'autres thématiques avec d'autres institutions. L'IHSI a comme mandat de réaliser le recensement de population de 2014. Je dois dire que ce projet permet dans l'immédiat de faire, si vous voulez, les premiers tests pour ce recensement de population, que ce soit en termes de méthodologie, que ce soit en termes, si vous voulez, d'organisation de terrain, que ce soit en termes de recrutement et de formation. Donc, ça nous permet déjà de bien aborder cette première phase du recensement, qui est la phase de préparatoire, qui est l'actualisation cartographique. En termes de perspective, moi, je vois très bien qu'on est en train de mettre en place un système d'organisation et de planification du territoire à l'échelle nationale. Et ceci ne va pas se faire en quelques années. C'est un processus, je dirais, continu, de manière à ce que l'État haïtien puisse avoir, je dirais, le contrôle effectif de l'aménagement de son territoire, de manière à favoriser justement les emplois, à favoriser les investissements privés, de manière à créer davantage de l'emploi, de manière à créer ce qu'on appelle un développement, je dirais, ordonné et cohérent du pays. Et pour qu'Haïti, effectivement, comme on le dit souvent, soit un pays émergent à l'horizon 2030.